Bon, et bah à défaut de jouer la P1 dans le dernier tour comme en 2021, ça a été la P2 constructeur. Autrement, il s'est pas passé grand chose d'incroyable sur ce dernier Grand Prix de la saison. Un petit peu de bataille ici et là, mais bon, sympa mais sans plus. Salut tout le monde, bienvenue dans le dernier Fast 5 de la saison 2023 de Formule 1, celui du Grand Prix d'Abu Dhabi. Enfin, c'est le dernier, cette saison a été longue, probablement un petit peu trop longue à mon goût. Mais bon, on fera un débrief de la saison sur certains points en tout cas qui m'ont marqué moi, donc forcément on parlera pas de tout parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Le générique, c'est comme les upgrades de chez McLaren, ça va arriver mais plus tard. Et non, le nouveau générique que j'avais annoncé n'a jamais vu le jour, on va retenter l'expérience en 2024. Enfin bref, dernier Grand Prix, c'est parti. Allez, on commence par la perf du jour, celle de Yuki Tsunoda et des AlphaTauri en règle générale. Sur cette fin de saison, c'est quand même bien revenu à la bataille et ça a réussi à bien développer la voiture. Maintenant, il faudra voir si ça continue sur cette lancée pour l'année prochaine, mais bien joué. Bon alors Daniel Ricciardo a été un petit peu hors du coup entre guillemets par rapport à ce que Tsunoda a fait. Tsunoda lui il est passé en Q3 et surtout il avait un vrai bon rythme en course, donc ça confirme, donc ça c'est top, et qui était même supérieur aux Alpines par exemple, donc ça dénote la réelle progression qu'il y a eu cette saison. Yuki a été d'ailleurs le seul pilote à faire une stratégie à un seul arrêt, donc fallait faire une très grosse gestion des pneus pour aller au bout et réussir à ne pas se faire alpaguer entre guillemets par les autres pilotes qui étaient peut-être un petit peu plus rapides mais qui eux étaient un peu plus englués dans le trafic et à la bataille. Il a d'ailleurs mené le Grand Prix pendant quelques tours, donc ça c'est juste pour la stat mais c'est plutôt cool. Tout le monde s'attendait à partir sur un arrêt et finalement tout le monde quasiment a fait 2 arrêts. Gestion des pneus du coup parfaite et surtout très bon défenseur face à Hamilton qui revenait comme une fusée en fin de Grand Prix. Yuki a réussi à emmener le Britannique à la mini faute de freiner un chouïa trop tard et de prendre un joli coup de survirage pour pouvoir repasser et reprendre cette P8 de mémoire. P8 donc du coup à l'arrivée, 4 points, ça pouvait pas forcément faire beaucoup mieux pour l'AlphaTauri, donc ça échoue à la P8 du championnat, juste derrière Williams à seulement 3 petits points. Alors sur 22 Grands Prix disputés, on va tout de suite penser évidemment à son erreur un peu stupide au Mexique, qui aurait pu les faire passer probablement P7, mais encore une fois une saison, là pour le coup ça joue sur 22 Grands Prix et pas juste un seul, donc voilà, il y a eu des fautes et des très bonnes perfs à la fois chez AlphaTauri et chez Williams. N'oubliez pas non plus que depuis le Canada, la Williams elle a arrêté le développement sur la voiture 2023 pour se pencher sur 2024. Donc mine de rien, la P7, fallait la tenir. Bon, sinon, bonne saison de la part de Tsunoda, ça a progressé, je trouve, pas autant qu'on aurait voulu, mais ça a progressé. Bon retour aussi de la part de Daniel Ricciardo, mais encore trop peu pour vraiment prétendre à la Red Bull par exemple. Faudra continuer l'année prochaine. Liam Lawson, j'ai pas besoin d'en parler, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Et alors Nick De Vries, ouais, vous vous en souvenez, il était là en début de saison, oui, lui on le retrouvera chez Toyota en WEC l'année prochaine. Bon, on va parler de la pénalité et encore d'un arbitrage que je trouve foireux et finalement pas dans l'esprit du sport, les fameuses 5 secondes de pénalité infligées à Sergio Pérez. Alors, je le dis encore une fois et j'ai l'impression que personne comprend ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux en général, voilà. Mettre des secondes de pénalité, c'est pas du tout un bon moyen d'arbitrer. Alors, effectivement, on est d'accord, c'est ce qu'il y a de moins pire, je pense, parce qu'on n'a pas d'autre solution et c'est un vrai problème, mais on peut pas mettre en pause la course pour juger quelque chose comme dans d'autres sports où on met un coup de sifflet et puis on peut arrêter le jeu et puis reprendre, etc. Mais en fait le problème c'est qu'on a habitué tous les nouveaux à trouver ça normal de mettre des secondes de pénalité dans tous les sens à la moindre petite incartade en piste. Les secondes de pénalité c'est devenu une normalité du sport, ça fait partie entre guillemets du sport et ça je trouve que c'est dérangeant. Alors ça fausse la manière de comprendre comment on fait vraiment la course, on ne se fie qu'à des lignes écrites noir sur blanc et qui sont en plus de ça bancales, alors que la beauté du sport réside toujours dans les nuances de gris. Bref, donc du coup, fin de course à l'abord du virage 6, un des plus gros freinages du circuit, si ce n'est le plus gros. Pérez revient comme une balle sur Norris, on joue la position en piste, donc la bataille elle est absolument naturelle. Pérez enclenche son freinage à l'intérieur pour essayer de plonger à peu près au même moment que Norris, qui freine du coup assez tard je trouve, et le Mexicain reste plutôt derrière la McLaren pendant toute la zone de freinage.
il a un peu du mal à se laisser un peu glisser et à se porter roue avant contre roue avant pour vraiment prendre l'avantage le plus tôt possible dans la manœuvre et dicter la manœuvre. Alors Pérez loupe la corde en bloquant légèrement l'arrière, ce qui veut dire qu'il était quand même très à la limite, et ça enferme Norris sur l'extérieur et lui compromet sa trajectoire pour avoir une bonne sortie du virage 7 qui est à droite et sur toute la ligne droite suivante. Fair enough, en vrai, il a le droit, et en plus de cela, il laisse quand même de la place à Norris sur l'extérieur pour pouvoir prendre le virage, même s'il n'y avait pas contact. Norris, il aurait pu prendre le virage. Sauf que le problème, c'est que Norris ne s'y attend pas, il déclenche son braquage en se disant qu'il a laissé suffisamment d'espace à Pérez, et c'est vrai, et il se retrouve roue contre roue avec le Mexicain, les deux se percutent légèrement, et Norris choisit de couper la piste et de reprendre sa position, donc d'abdiquer toute la manœuvre. Alors, la manœuvre de Sergio Pérez est absolument légale, mais en plus, le contact est très loin d'être une volonté de la part du Mexicain, c'est ce qu'on appelle un incident de course, tout bête, sans aucune raison de pénaliser l'un ou l'autre. Je dirais même que c'est typiquement dans ce genre de cas où c'est intelligent de faire comme au foot ou dans d'autres sports, de laisser l'avantage. Pérez bloque légèrement l'arrière, loupe un petit peu la corde, il y a une collision qui est minime parce que les deux se sont pas bien compris et Norris choisit de court-circuiter le virage. Ok, en vrai, Pérez a pas été assez bon dans l'exécution de sa manœuvre, donc elle est légèrement brouillonne, mais à l'intérieur des lignes blanches, et franchement, on a déjà vu plus brouillon de sa part, et Norris a court-circuité en conséquence et il reste devant. Ça joue en fait. Tant que Norris il prend pas la fuite en coupant le virage, moi ça me paraît suffisamment sport entre guillemets. Encore une fois, en F1, ce sont des grands garçons qui savent faire la course, laissons faire. Ça veut pas dire qu'il faut tolérer tout et n'importe quoi non plus. Là, on a mis 5 secondes bêtes et méchantes à un pilote qui tente une manœuvre qui, pour une fois, est un petit peu plus intelligente qu'un dépassement au DRS en pleine ligne droite, où en plus de ça, il est tout à fait légitime de se trouver à cet endroit sur la piste. C'est ce qu'on appelle tout simplement faire la course, et par moment, faire la course, il peut y avoir des légers contacts. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors du coup, c'est extrêmement mal arbitré de la part de la FIA, encore une fois, et je le dis depuis plusieurs années, ça serait bien de revoir complètement le règlement pour qu'il soit plus juste. Est-ce que ça vous arrive d'avoir la flemme? Et plus dans l'esprit de la course, encore une fois. Là, c'est juste bête et méchant, ça n'a pas le sens de la bataille si vous préférez. Alors cette pénalité d'ailleurs, elle donne la P2 constructeur à Mercedes et quelques dizaines de millions d'euros en plus. Bravo les veaux à la FIA, encore une fois, on aurait aimé que ça se joue de manière plus sportive pour la P2, mais ça on va y revenir. Bon, et tous ceux qui me lâchent c'est le règlement. En vrai, je pense qu'on n'a pas grand chose à se dire. Vous avez du coup, et assez logiquement, aucun libre arbitre, parce que vous référez que au règlement. Donc aucune idée de ce qui est de faire réellement la course. Alors pas de panique, ça peut aussi s'apprendre en jeu vidéo, et c'est génial d'ailleurs, et il y en a plein à travers le monde, des millions de personnes qui savent faire la course à travers le jeu vidéo. Enfin bref, donc c'est pas une histoire de règlement en fait, c'est juste que c'est des kiffs. Faut que je m'arrête. Bon, on va parler vite fait des As et surtout d'Hülkenberg qui nous a offert une très belle qualif encore une fois. C'est terrible parce que la voiture américaine a une vraie perf en qualif, mais dès qu'on passe en course, c'est catastrophique. P8 donc pour Nico Hülkenberg sur la grille, P15 en course, c'est un peu à l'image de la saison, ça dégringole dans tous les sens, 5 places de perdu rien que dans le premier tour, alors bon, on a déjà vu mieux de la part de l'Allemand. Et puis après, comme d'habitude, en général avec la As, les pneus s'effondrent très vite. Alors ça a été le problème récurrent de cette voiture cette année. Du coup, stratégiquement parlant, à chaque fois, ils sont faits comme des rats parce que ils n'arrivent pas à tenir les fins de relais. Alors c'est hyper frustrant parce qu'il y a eu quand même du mieux en fin de saison, mais comme on l'a vu sur cette course, les pilotes utilisent encore 2 versions de la voiture différente. Magnussen, lui, était parti pour faire une séance d'essai grandeur nature. Bref, ça bosse quand même pour 2024, mais compliqué quand même cette année chez As. Alors si on prend un peu leurs rivaux entre guillemets, Alfa Romeo, on est pareil. Cette équipe, elle est transparente, tout comme Bottas et Joe cette année. Palmarès de cette équipe, des belles livrées, des beaux casques, un calendrier du cul de Bottas. Et c'est tout. Pas sûr que ce soit la meilleure des manières de voir le partenariat avec Alfa Romeo se conclure après 6 saisons en F1, mais bon. Alors à certains moments, la voiture fonctionnait bien en qualif ou en course, mais ils n'ont jamais réussi à savoir pourquoi, l'un ou l'autre d'ailleurs. J'espère sincèrement que ça bosse déjà sur le projet Audi pour 2026, parce que là c'est vraiment une catastrophe cette équipe Sauber Alfa Romeo. Ils ont quand même l'une des meilleures souffleries d'Europe, rien que ça. Après évidemment, faut savoir s'en servir et faut pouvoir mettre des thunes dedans, quoi. Alors Alfa Romeo devant As, honnêtement c'est terrible à dire, mais ces deux équipes c'est vraiment du pareil au même. À part quelques coups d'éclat qu'on a eu pendant la saison, on a vu finalement quasiment
aucune progression pendant cette saison-là. Compliqué de comprendre où va le projet As d'ailleurs aujourd'hui, tellement ça stagne depuis bien trop longtemps. Mais ouais, Alfa Romeo et As là, ouais, dur. Bon, autre sujet qui a retenu mon attention et surtout celle des commissaires, le fameux break test d'Alonso sur Hamilton pour le DRS. Alors cette fois-ci, pas de pénalité ou d'avertissement pour la manœuvre qui aurait pu être jugée erratique. C'est-à-dire qu'on s'y attend pas. Pour resituer, l'Aston sort des stands et se retrouve avec la Mercedes aux fesses. Alors Alonso doit encore mettre en route entre guillemets ses pneumatiques et finir de les chauffer, ça prend un tour et demi. Sauf que, petit problème, l'Aston elle est catastrophique en vitesse de pointe, pas loin d'un GP2 engine à Abu Dhabi. Là, mais c'était fulgurant. La prochaine ligne droite a un DRS et Hamilton est suffisamment proche et on revit la scène de Canada 2013 mais où les rôles sont inversés. Oui. Alonso ralentit et finit par freiner un petit peu je pense pour tenter de laisser passer Hamilton et lui prendre le DRS pour pas être paumé dans la ligne droite suivante. On revit la même chose qu'à Jeddah entre Verstappen et Leclerc ou entre Verstappen et Hamilton où ça avait un petit peu plus mal tourné puisque Hamilton avait accroché Verstappen. Alors bon, globalement il y a plusieurs choses là-dedans. Hamilton, il est dans l'aspi d'Alonso, donc directement derrière, donc effectivement, voir la voiture de devant ralentir alors qu'on est dans une zone où on est en pleine accélération de base, ça peut effectivement être dangereux, surtout si Hamilton est en train de régler son volant par exemple et qu'il ne regarde pas forcément la piste. Là il y a contact, c'est dangereux. Néanmoins, Alonso est quand même en droit de piloter comme il l'entend et de ralentir là où il le souhaite aussi, tout en prenant en compte ici qu'il regarde beaucoup son rétroviseur pour voir ce qui se passe derrière et comment ça se gère, et que lui aussi il manque de se mettre un petit peu dans le rail de pas très loin et de sortir un peu de l'attrage. Alors bizarrement, quand on a eu à affaire à ce genre de situation, Hamilton n'a jamais pris la peine de rester pied au plancher et de dépasser la voiture qu'il avait devant lui, que ce soit Jeddah avec Verstappen ou ici avec Fernando Alonso par exemple. En fait, ce qui me dérange, c'est sa radio derrière. C'est de dire que Alonso, la break test, c'est soit admettre qu'il n'a pas compris la manœuvre d'Alonso qui voulait lui prendre le DRS et donc je trouve que c'est très étonnant de la part d'un septuple champion du monde de ne pas avoir ce recul sur une bataille en course. Et deuxièmement, soit sa radio, c'est encore une fois très intelligent peut-être, et malheureusement ça fait aussi partie du sport désormais, elle est tout simplement destinée au commissaire sportif pour tenter d'infliger une pénalité à un concurrent, parce qu'il y a une manœuvre un peu limite, comme ça a été le cas avec Vettel au Canada en 2019, on s'en souvient, moi ça m'avait rendu fou. Bon, déjà que ce soit Alonso, Hamilton, Verstappen ou même Leclerc, on est quand même sur des pilotes qui savent à peu près, je pense, ce qu'ils font avec leur voiture en règle générale. Donc, en fait, faire ce genre de manœuvre, ça me dérange pas. Pareil, finalement, c'est un petit peu aussi le jeu du DRS, ça peut arriver quand on a deux lignes droites avec le DRS qui arrive, avec une voiture qui est un peu moins puissante, machin, etc. En revanche, on est d'accord que ce genre de situation ne doit pas devenir une normalité. Donc, les zones DRS, il faut les modifier, ou du moins les adapter chaque année. J'en avais fait une vidéo il y a 3 ans, et la FIA n'a toujours absolument rien fait. On reparlera d'Aston Martin dans le débrief de fin de saison. P7, P10 en course à Abu Dhabi, c'est quand même plutôt pas mal. Ça finit derrière quand même McLaren, sur qui on n'aurait pas du tout parié un seul centime en début de saison. Sacré step quand même pour Aston Martin par rapport à 2022, donc GG à eux. Bon, on arrive sur la dernière réaction et là, P2 du championnat constructeur qui se joue dans les derniers tours entre George Russell et Charles Leclerc, puisque Hamilton et Sainz sont un petit peu englués dans le milieu de tableau avec tout de même les 2 points de la P9 d'Hamilton à prendre en compte mine de rien, parce que s'il n'avait pas été là, normalement c'était Ferrari. Alors comme je vous l'ai dit, finalement la pénalité de Perez a beaucoup joué sur la manière de décerner cette P2 au constructeur. Sans pénalité, finalement George Russell aurait dû beaucoup plus se battre contre Perez, et Charles aussi, car dans un cas normal, chaque point compte. Au final, on a eu un Charles Leclerc et un George Russell qui ont pensé beaucoup plus stratégique et sur la situation au global par rapport à leur ingénieur de course qui étaient tous les deux un peu paumés, quoi. Alors Charles a demandé à plusieurs reprises le gap avec Perez pour justement tenter de prendre l'avantage et savoir comment on pouvait faire. George, lui, il a demandé où en était Lewis et donc de savoir ce qu'ils pouvaient ou pas attaquer. Et dans les deux cas, les réponses des ingés, c'était des non-réponses qui font pas forcément avancer la réflexion ou schmilblick. On a eu 2 grands pilotes, mais pas vraiment 2 grandes équipes malheureusement. Alors Charles a tenté de tout faire dans la mesure du sportif et même du fair play, je dirais, pour obtenir la P2 en donnant le DRS et en laissant passer Perez.
et en espérant que le gap grandirait naturellement et suffisamment entre Russell et Perez à l'arrivée. Alors, est-ce qu'il aurait pu faire comme Lewis Hamilton en 2016 face à Nico Rosberg et se battre avec Russell pour tenter de le ralentir, pour augmenter l'intervalle entre la Mercedes et la Red Bull? Chez Ferrari, on pense que c'était peut-être un petit peu trop tendu à faire. En plus de cela, Charles laisse passer Perez que dans le dernier tour parce qu'en fait, il est juste surpris d'apprendre que c'est déjà le dernier tour. Donc peut-être que l'ingénieur de Charles aurait pu faire un petit peu mieux. Je trouve ça un peu dommage de ne pas tenter de ralentir Russell et de prendre cette P2. Ça aurait été limite sportivement, mais au moins on aurait vu de la vraie détermination, de la vraie compétition, d'aller chercher cette P2, d'aller au bout, quoi, de faire le step que les autres feraient pas. Alors il y a aussi une dernière chose à prendre en compte quand même, c'est que le temps de soufflerie, en plus, grâce à la P3, c'est plus important que quand tu as une P2. Et c'est jusqu'à juin 2024, donc c'est pas rien non plus. Peut-être qu'aussi que sur le muret Ferrari, on a commencé à se dire en vrai, la P3, c'est pas plus mal pour faire le développement de la voiture, donc c'est du pareil au même. Parce que oui, au final, Ferrari dépend pas financièrement d'avoir une P2 ou une P3, ça va pas changer grand-chose entre guillemets pour eux, même si on va pas cracher dessus. Mais avoir un petit peu plus de temps de soufflerie, ça se refuse pas. Jolie finale avec un George Russell qui a toussé tout le week-end, le pauvre. Une saison assez régulière pour Mercedes. Et un Lewis Hamilton qui a clairement dominé son coéquipier cette année, malgré la voiture qui lui convenait pas du tout. Chez Ferrari, ça a été plus en dents de scie, j'ai envie de dire, mais ça a réussi à progresser quand même et ça a chopé la seule opportunité de la saison pour pouvoir gagner. Donc une saison assez correcte aussi. Bon, évidemment, je vous lâche avec le bonus du jour. Je n'allais pas vous laisser sans le titre de Théo Pourchaire en Formule 2. La 3e saison est enfin la bonne. Le titre face au protégé de Mercedes, Fred Vesti. Constant et régulier sur toute la saison pour Théo, rien à dire, ça a été bien mené, même si petite alerte avec la P14 en qualif, c'était pas ouf. Avec ça, ART est donc l'équipe championne de F2, première depuis que l'on a renommé proprement cette catégorie en 2017. Victor Martins, lui, prend le trophée Antoine Hubert qui récompense le meilleur rookie de l'année au classement général. L'année prochaine, on verra une nouvelle F2 entrer en service, plus moderne, donc on va repartir de zéro pour tout le monde. Ça va être vraiment intéressant à suivre. On reparlera bien évidemment de Théo dans le débrief de fin de saison parce qu'il y a 2-3 petites choses à dire à son sujet en lien avec Alfa Romeo. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. Les débriefs de fin de saison de la F1 et du WEC vont arriver dans les jours là et on va gentiment se remettre au simu courant décembre, donc vous aurez du contenu, même s'il n'y a pas de Grand Prix, un petit retour un petit peu sur iRacing et d'autres jeux, ça va faire plaisir. Nous, on se retrouvera évidemment l'année prochaine pour les Fast 5 et la saison 2024 et ses 24 Grands Prix de prévus, j'en suis fatigué rien que d'y penser. Autant vous dire qu'on n'a pas fini de parler de F1. En attendant, portez-vous bien et merci à tous d'avoir suivi cette saison, c'était vraiment juste incroyable. Ciao ciao.